Good afternoon, everyone. I hope you enjoyed your lunch. I have the honor to lead the debate on improving working life in an area of uncertainty. And I have some people with me who are gonna give you some insights from their working position. First, I want to present you Estelle Keulemans, who is MEP for SND and is from Belgium. She has also a union history of my union, FCTB ABVV in Belgium. We have Guillaume Affelat, Senior Policy Advisor in CGI Europe. We have Gilles Gatteau, Director General of APEC, and Demi Theodori, Senior Researcher at ETUC. Welcome everyone at the Eurokader Congress. If you want the biography of the panel, you can find it on the site of Eurokaders for this Congress, so you can read it. Don't gonna take more time for that, but if you are interested in someone who is here, you can find it over there. They explained me that Gilles Gatteau will give us a little introduction on his book and a study they did about le travail a changé 2030, 2030. The work has changed. So Gilles, I give you the floor for the introduction. Thank you. Je vais parler en français si ça convient dans la salle. Pour vous parler effectivement d'un travail que l'APEC a réalisé sur l'avenir du travail. Mais du coup, pour commencer, je vais vous dire quelques mots de l'APEC parce que c'est une organisation qui est un peu singulière en Europe. Donc vous ne trouverez pas forcément des organisations équivalentes dans chaque État membre de l'Europe. Alors je crois que c'est moi qui dois faire avancer l'APEC, d'abord, c'est une organisation paritaire. Elle a été créée par un accord entre patronat et syndicats. Et sa gouvernance, son conseil d'administration est composé exclusivement de représentants du patronat et des organisations syndicales de cadres en France. Elle existe depuis longtemps, depuis 1966. On fêtera les 60 années d'existence de l'APEC l'année prochaine. Et elle est financée non pas par l'État, mais par les cadres eux-mêmes et les entreprises qui emploient des cadres par le biais d'une petite cotisation de 0,06% du salaire versé aux cadres. Donc ça nous donne une grande indépendance à l'APEC par rapport aux politiques gouvernementales et au budget de l'État. Et vous savez qu'en France, par les temps qui courent, c'est un privilège de ne pas être trop soumis aux soubresauts politiques et budgétaires. La présidence du conseil d'administration est exercée alternativement tous les 2 ans par un président issu du collège syndical. C'est le cas en ce moment. Pierre Damiani est issu de la CFE-CGC en France, et par un représentant patronal. Ça va changer en décembre prochain. On délivre à l'APEC des services d'intérêt généraux au sens bruxellois du terme, dans le cadre d'un mandat de service public qui est négocié et signé avec l'État pour 5 ans. Et en 2026, il faudra renouveler le mandat de service public de l'APEC avec l'État pour la période des 5 ans futurs. Donc c'est tout à fait autonome des partenaires sociaux dans la gouvernance et dans le financement, mais en même temps il faut s'entendre avec l'État sur les priorités et sur les objectifs prioritaires
qui doivent répondre à des objectifs d'intérêt généraux. Et l'APEC compte 1300 collaborateurs aujourd'hui, répartis dans à peu près 80 implantations sur le territoire français. Voilà quelques mots pour dresser le portrait de l'APEC. Nous avons une raison d'être. Ce sera familier, en tout cas aux Français dans la salle. Les entreprises sont invitées à exprimer leur raison d'être. L'APEC l'a fait. Accompagnant les mutations du travail et de l'emploi, l'APEC s'engage pour une action efficace, inclusive et prospective, on va y revenir dans un instant, au service de l'intérêt général et du dynamisme des territoires pour les cadres, les jeunes diplômés et les entreprises. À l'APEC, les jeunes diplômés, ce sont les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur à partir du niveau licence, master, etc. Et 3 missions, nous accompagnons les cadres, qu'ils aient un emploi ou qu'ils n'en aient pas. Donc plus de 40% de nos clients sont des cadres qui ont un job, mais qui ont envie de changer parce qu'ils ne s'y plaisent pas ou qui veulent se reconvertir ou simplement une mobilité géographique. Des jeunes diplômés qui n'ont jamais travaillé et qui entrent dans la vie active, bien sûr, et puis des cadres demandeurs d'emploi qui peuvent être par ailleurs inscrits au service public de l'emploi qui s'appelle France Travail désormais en France. On accompagne également des entreprises pour les aider à recruter des cadres et plus largement à mieux accompagner la carrière des cadres dans leurs organisations. Et là, principalement des entreprises de taille petite et moyenne, puisque 80% des clients entreprises de l'APEC sont des entreprises de moins de 250 salariés. En France, les moins de 250 salariés concentrent 50% de l'emploi cadre. 50% de l'emploi cadre est dans des entreprises supérieures à 250 salariés. Souvent, quand on donne ce chiffre à des jeunes diplômés qui sortent de l'université ou des écoles, ils sont très surpris. Pour eux, les postes de cadre, c'est dans les très grandes entreprises. Non, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois cadres dans des entreprises petites et moyennes aussi. Et puis, nous avons une 3e mission qui est d'éclairer le marché de l'emploi cadre et les acteurs qui agissent sur ce marché de l'emploi avec des études pour leur donner des clés de compréhension sur ce qui est en train de changer aussi dans le monde du travail des cadres. Voilà un peu les 3 missions de l'APEC. Alors précisément dans le cadre de cette mission d'éclairage en quelque sorte, qui est la nôtre, nous avons mené à la demande des partenaires sociaux, à la demande de notre gouvernance paritaire, un travail prospectif sur à quoi pourrait ressembler le travail des cadres dans une décennie, grosso modo, à l'horizon de 2030. C'est un travail qu'on a commencé en 2022. C'est pas trop loin parce que du coup, qui peut dire à quoi ressemblera le travail en 2050? C'est une réflexion intéressante, mais quand même qui a beaucoup d'inconnus. Mais ce n'est pas non plus trop immédiat de regarder juste ce qui est en train de se passer. Les grandes tendances, on en a identifié une quinzaine de tendances qui dessinent le futur du travail des cadres, sont toutes déjà à l'œuvre aujourd'hui, soit de façon très visible, ou voire très massive. Par exemple, le télétravail est devenu une réalité structurelle pour les cadres. 7 cadres sur 10 pratiquent chaque semaine du télétravail. Donc ça se voit tout à fait. L'émergence de l'intelligence artificielle et l'usage des outils d'intelligence artificielle, ça se voit tout à fait. Il y a d'autres tendances que l'on voit moins, qui sont des signaux plus faibles aujourd'hui, mais dont on pense qu'ils peuvent avoir un grand développement demain et beaucoup d'impact sur la façon de travailler. Je prends un exemple.
le développement de robots dans des environnements de travail, qui va supposer demain, par exemple, dans le domaine du soin, hein, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, peut amener demain des managers à devoir manager non seulement des humains, des collaborateurs dans leurs équipes, mais aussi d'avoir à gérer l'intervention de robots, à quoi aujourd'hui nous ne sommes pas véritablement confrontés et dont on voit quand même quelle est la tendance d'émergence. Donc on a essayé d'identifier ces 15 tendances et on les a regroupées dans 4 grands chocs, on va les appeler comme ça: un choc démographique, un choc écologique, un choc numérique, et on a ajouté, et c'est important parce que parfois on le sous-estime, le changement de la relation au travail, des aspirations au travail, du sens au travail. Et pour nous, ça nous semble une donne aussi importante à prendre en considération que la donne démographique ou la donne écologique ou la donne numérique. Ce qui est particulier, puis peut-être je ne vais pas passer en revue dans le détail chacun de ces 4 chocs, je peux en dire quelques mots brièvement, mais je vais tout de suite à une forme de conclusion, parce que tu m'arrêtes quand je dépasse. La caractéristique vraiment singulière du moment dans lequel on est aujourd'hui et le défi énorme que ça pose à tous les acteurs du monde du travail, que ce soit le management des entreprises, les ressources humaines, les organisations syndicales, les représentants des travailleurs, les cadres eux-mêmes, ou les opérateurs, les acteurs comme l'APEC, c'est que vous prenez ces 4 grands chocs, tous inéluctables, tous simultanés, tous à traiter en même temps et avec le même niveau d'importance d'une certaine façon. C'est ça qui crée une difficulté ou une tension particulière. Aucun de ces éléments ne peut être mis en pause. Souvent, quand j'interviens pour présenter ce travail, on me demande « Ah là là, c'est un peu vertigineux, là, tout ce que vous nous dites. Par quoi faut commencer ?» Et je suis un peu forcé de répondre, en fait, il faut commencer par tout à la fois. Vous ne pouvez pas dire l'intelligence artificielle, mon entreprise n'est pas prête ou je ne suis pas prêt, moi personnellement, je verrai ça plus tard. Si vous laissez passer cette technologie qui devient envahissante, vous allez être largué complètement. Vous ne pouvez pas le mettre en pause. Le choc écologique, alors certains peuvent être tentés de le mettre en pause, celui-là, voire de le nier directement, mais il va s'imposer. Il va s'imposer à la fois sur le champ des compétences dont on va avoir besoin pour mener la transition écologique, la transformation des métiers, le verdissement des métiers, mais même si je ne prends que les conséquences du réchauffement climatique, la hausse de la température à laquelle nous sommes exposés au travail, ne serait-ce que l'adaptation à un travail à 2 ou 3 degrés supplémentaires, c'est déjà un défi auquel on ne pourra pas échapper non plus. La transition ou le choc démographique, vous pouvez décider de le mettre en pause. Celui-là, c'est le plus inéluctable. Celui-là, il est incontournable. La population vieillit, la natalité partout en Europe, et c'est le cas en France aussi, même si pendant longtemps on a bénéficié d'un taux de natalité plutôt plus élevé que la moyenne européenne, ça n'est aujourd'hui plus le cas. Donc on a évidemment les effets de ce choc démographique qui se font déjà sentir et qui se feront de plus en plus sentir dans l'avenir. On ne peut pas le mettre en pause. Quant à la relation du travail, il serait extrêmement dangereux, là aussi, d'être dans une forme de déni et de ne pas écouter les aspirations qui s'expriment dans le travail, notamment des cadres, puisque nous parlons des cadres aujourd'hui,
qui attendent un management différent, moins vertical, moins hiérarchique, qui veulent plus d'autonomie dans leur travail, qui veulent plus de capacité à s'exprimer dans leur travail, qui veulent un meilleur équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Et tous ces éléments, là aussi, on ne peut pas les mettre de côté en disant on s'en occupera plus tard parce qu'on a d'autres sujets plus importants avec l'IA ou avec le vieillissement de la population. Il faut arriver à apporter des solutions à ces 4 grands défis, tous en même temps, si je puis dire. Voilà, alors si j'ai encore, oui, tu as encore 3 minutes. Quelques minutes. Juste peut-être quelques illustrations. On parle de démographie. Voilà la pyramide des âges de la France. Mais je pense que dans beaucoup de pays européens, on en trouverait une encore plus préoccupante. Hein. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a, quand on projette les choses à l'horizon d'une génération plus tard, l'allongement de la vie et le vieillissement posent de nouveaux défis. En Europe, la population des 20 à 64 ans, on va dire l'âge actif, va diminuer de presque 50 millions de personnes en Europe à l'horizon de 2050. On voit bien les défis que ça va poser. Si on regarde la natalité en France, alors qu'on a longtemps été un pays plus fécond que les autres pays de l'Union européenne, cette fécondité est néanmoins en diminution. Et d'après les instituts démographiques, on est encore aujourd'hui au niveau mondial au niveau du renouvellement des générations, 2,1 enfants par femme, mais on passera sous ce seuil de 2,1 à l'horizon de 2050 là aussi, avec toutes les conséquences que l'on peut déjà identifier, qui sont déjà sensibles. Le vieillissement de la population active, ça pose le sujet des équilibres de régime de retraite, mais ça pose aussi le sujet de l'emploi des seniors, du maintien en emploi des personnes seniors. La France, là, se distingue en Europe par une position beaucoup moins inclusive, hein, et beaucoup moins accueillante pour les seniors dans l'entreprise. Mais c'est aussi du côté des jeunes cadres que l'on va avoir un sujet. Il y a une étude en France d'un organisme public qui s'appelle France Stratégie, qui fait une projection à l'horizon 2030 et qui a évalué à d'ici 2030 un volume de postes à pourvoir chaque année. Là, on ne parle pas que des cadres, hein, au global de 760 000 nouveaux postes à pourvoir chaque année pour seulement 640 000 jeunes qui vont entrer sur le marché du travail chaque année. Il y a un déficit de 80 000 qu'aujourd'hui, on ne sait pas véritablement comment solder, d'autant qu'en France, comme dans beaucoup de pays européens, les débats sur l'immigration et l'immigration de travail prennent évidemment un tour très hystérique et très difficile d'avoir un débat apaisé sur ce sujet dans notre pays. Si on parle du choc écologique, on va trouver à la fois ce que je disais tout à l'heure, les enjeux de compétences pour mettre en œuvre la transition écologique, changer nos façons de produire, mais aussi l'adaptation à un climat qui se réchauffe avec un nouveau clivage qui demain pourrait remplacer le clivage des cols blancs, cols bleus, qu'on connaît bien, qui serait un clivage col sec, col humide, entre ceux qui sont exposés au travail en extérieur et aux températures extrêmes et ceux qui peuvent travailler dans des atmosphères climatisées. Le choc numérique, c'est bien sûr l'intelligence artificielle, avec d'énormes questions qu'on commence à se poser, heureusement, sur les risques associés à l'usage intensif de l'intelligence artificielle, et certaines études commencent à montrer que le risque derrière cet usage, c'est celui de décourager l'apprentissage, puisqu'on trouvera finalement, en questionnant ChatGPT, sans avoir besoin de faire
d'efforts d'apprentissage, directement le résultat de ce qui était avant une élaboration et une réflexion intellectuelle. Et donc des conséquences qu'on voit déjà. On a tous noté, je pense, cette étude américaine inquiétante sur la réduction des emplois occupés par des jeunes diplômés débutants qui, évidemment, peuvent inquiéter. Voilà. Et puis on parlera peut-être des autres sujets. Bon, il y a des sujets également de souveraineté, notamment de souveraineté européenne, qui se posent quand même quand on voit qui aujourd'hui développe et détient ces technologies d'intelligence artificielle. On parlera peut-être du rapport au travail plus tard. Oui. And then we can, thank you, Gilles, for your introduction. Then we can go, I think, to the European level. Demi, do you see the same issues, the same key labor market trends in Europe? And can you explain it a little bit, or is it different? And is Gilles talking about a French situation only? Yes, good afternoon, everybody. I'm Demi Theodori. I am a head of unit at the European Trade Union Institute on occupational safety and health and working conditions, and I can confirm these trends are very real for not only Europe, but I would say the whole Western, or how you want to call it, world. So, yes, and there are many other developments that you may add to this, either developments due to political choices that are made and that are imposed upon us, or developments that come with these transitions. So yes, I can confirm, but I would like to, if I may, give a turn to this discussion, because yes, indeed, we are under pressure there, but we should not use this rhetoric in order not to act, because it can work as a Thank you very much. Because all these pressures can be used, or can work as an excuse not to pay attention to actually what we would like to pay attention to, the health and safety of workers, the mental and physical health of workers. So that would be my addition to this discussion, if I may. Okay, thank you, Demi. I will give a warm welcome to Guillaume. Guillaume, you're very welcome as the business representative to this panel. We would love to hear from you your views on issues facing the labor market shortly. But maybe to begin, can I ask you specifically to address the Commission consultation on telework and the right to disconnect? CGI Europe were in favor of signing the agreement in 2024, but unfortunately Business Europe and SMI United were not. Have your views changed since? Maybe take this one. Thank you so much. So hello everyone. First, many thanks to Eurocadre for their kind invitation to discuss these topics with you. So indeed, an employer organization representing services of general interest, so public services mostly in Europe, ranging from several that you've mentioned, care services, education, the utilities from energy, but also local government. So here. Representing all the diversity we have now about how public services, or SGIs, are being delivered across the European Union. So the question about telework and right to disconnect, which is one of the major aspects of this digital transition that indeed increased tremendously since the COVID period, where we all went to forced telework for those who could, those that were not in first line, and now to witness how this has evolved since then. So we negotiated at length, indeed for 9 months, an agreement that I still believe today, when looking at how the Commission intends to approach the issue, would have been a great basis to continue working the different models in Europe, whether new laws at national level or collective agreements, because we found quite a number of compromise on issues where the Commission is not always sure about how to approach them.
when we talk about genuine voluntariness of telework, the double principle of voluntariness, both from the side of the employer and on the side of the worker, the reversibility of telework as well. There are elements about equipment cost, which was one of the most difficult points to be discussed, but where we found the basis to further develop at national level collective agreement that could cover further cost from what would be deemed necessary initially. I mean, we also tackled the right to disconnect in a way that was for all workers, so no question whether this would be only for teleworker, as there are some confusion today, and reminding that it exists already. It's not just about a better implementation of the working time directive and an understanding really about what is rest period and what is working time. Of course, we had the need to consider all the form of work like on-call and standby that are very important in public services to make sure that these are not so impacted and that these agreements, these contracts can remain as such. But we found a number of good understanding. Now we are confronted with the Commission's potential approach to a legislative instrument. In SGI Europe, we are not so keen to favor a Commission approach versus a social partners approach. That's why, even if as today, we still believe that this would be a good basis for discussing and implementing. The ship has sailed. It's no longer in the hand of the social partners, and now it's for the Commission to approach it. So on the health and safety approach, for instance, because now there are two directives that are under discussion that are really important for telework. It's the workplace directive and the display screen equipment. The question of whether this is going to be the revision of two existing directives or whether this is going to be embedded within a new vague instrument on telework that would cover the right to disconnect. So that's the point I want to make, is that a lot of confusion could come from a Commission approach to a new instrument on telework and the right to disconnect. Just about the many different angles to tackle it, and still that the social partners text that we had at the end of the negotiations that we had showed that we could tackle a difficult issue. Well, no, we did not. We did not demonstrate that we could tackle because we did not agree, but that we could come to compromise that genuinely brought solutions to many points that still create division and trouble for the EU level to tackle. So that's the point I can make on telework. Okay. And about the insights that Gilles and Demi gave, do you have something to say about that? Yeah. For sure. I mean, if it's about the important topic to tackle, demographic change is a crucial issue that we are now again discussing in the context of the discussions of the new social partner work program. We have an agreement on active aging where we found, I mean, for instance, how to accompany old age in different type of companies, such as improve flexible working arrangement, or just to think about diversifying the task that you have to do, identifying the more difficult, heavy physical task, and to maybe train to have more access to administrative tasks. We talked about knowledge, each sector that should look into their own aging pyramid, that this should be an exercise done together with the workers' representative. We had a number of tools that are still very relevant today and that could be actualized, because demographic aging indeed is here to stay, and no country is away from all the transformation that is going to entail. It's more severe for different sectors for sure, such as the care sector, healthcare sector, and many other in public services actually. Climate change is one that we need to tackle, I believe. There is indeed the question about heat and how it impacts different sectors. Now, I mean, construction and agriculture are some of the sectors most vividly and directly understood as being impacted, but there will be many more in the future. There is the question of floods. I mean, for emergency responders, we have the fires that we saw. We will need to further understand how this is going to evolve, and just like digitalization, it's going to be very fast, very vivid, and it's going to destroy a number of, I mean, already destroying a number of lives, about how to accompany it. So it's going to be a tremendous responsibility for social partners to find ways to tackle all the different aspects of climate change. And we're still at the beginning of understanding all the remit of it, without even talking about the air quality or different exposure to this. So, and well, digitalization, just a point on AI, because I
then I truly believe, and I think that's shared by my organization, that there is a good way and a bad way to approach the integration of artificial intelligence in companies. You have the US, I think, that is giving the example lately of the bad way to integrate it with job destruction, raw job destruction in different sectors. We will need to develop the compatibility. Sorry, just a bit of water. No. The compatibility and how different tasks can be made compatible with different aspects of AI, not just the ChatGPT language module, but different aspects of AI that can reinforce, help, for instance, for the safety aspect, or on health and safety aspect. That is possible, but comes with risk that needs to be better understood. And we are just at the beginning of this, because AI is just in its infancy. We are all using ChatGPT to some extent, but this is just a fragment of what is to come in different sectors, different activities, whether it's also about how government use AI for access to benefits, all this kind of things. So there are many, many discussions that need to happen in terms of how this can be integrated but understood by citizens, by workers, used for the benefit of all. And we have not yet had these discussions. And further not negotiations about how to make this happen. So all that is to be coming. We will look at the Commission way of dealing with further algorithmic management, for instance. There is the base in the Platform Work Directive, and now the question is for all other sectors, all other type of activities. Of course, we favor the social partners approach to this. But it remains to be seen how we can tackle it as social partners together. And what window we have for this. Yes. Thank you. It's a good thing to hear that social dialogue is still something important for also the employers. Estelle, as a former trade union leader and now a MEP in the Employment and Social Affairs Committee, how do you look at the situation and a reaction to what you've heard? Alors, je vais m'exprimer en français, voilà, si c'est possible. C'est ma langue maternelle, c'est quand même toujours plus confortable. Donc je vous laisse mettre les... tout d'abord, effectivement, merci à Eurocadre d'inviter des membres du Parlement à s'exprimer ici sur le travail que l'on fait, en tout cas les combats qu'on mène au sein du Parlement européen. Comme tu l'as dit, Yann, jusqu'il y a 1 an et demi, j'étais syndicaliste dans la vie civile et j'ai décidé cette grande folie, effectivement, d'aller au Parlement européen, on pourra peut-être en discuter aussi, et dans la commission emploi, ça semblait évidemment logique. Alors, bon, tout le monde me dit que, évidemment, ce mandat-ci est particulièrement compliqué, même par rapport au précédent. Je vais peut-être, moi, revenir aussi sur les challenges qu'on rencontre au niveau du Parlement européen aujourd'hui et qui sont quand même multiples. Le premier, parce qu'on parle évidemment beaucoup de la Commission, et c'est vrai que nous, en tant que parlementaires européens, on doit toujours attendre une initiative de la Commission pour pouvoir avancer sur des dossiers concrets, et en particulier sur des directives, parce qu'on va être très très clair, hein, on aime évidemment beaucoup les roadmaps, on aime beaucoup les action plans, mais ce qu'on veut en tout cas, et dans la Commission emploi, ce sont des directives, et donc du hard law, et des choses très très concrètes pour justement rencontrer les différents défis des travailleurs. Il paraît aussi que et ça c'est la réalité à laquelle on est confronté, ce mandat-ci est particulièrement compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a des majorités qui deviennent extrêmement compliquées dans ce Parlement européen, parce qu'on a donc le plus grand groupe du Parlement européen, qu'on appelle le Parti populaire européen, qui vote malheureusement de plus en plus de manière régressive et avec l'extrême droite. Et donc on a des backlash très très clairs sur les questions sociales, environnementales, droits des femmes, LGBT, IQ+. C'est malheureusement aussi une des réalités du mandat. Alors l'Europe, aujourd'hui, on entend beaucoup, évidemment, on est dans une Europe de la sécurité, avec une insécurité géopolitique et autres, et les priorités sont autres aujourd'hui en Europe. C'est notamment la sécurité. Mais moi, j'aime dire justement que la question de la sécurité interne de l'Europe, c'est d'abord évidemment les questions sociales et de protection sociale et de qualité de l'emploi. Pourquoi? Eh bien parce que justement on doit aussi contrer l'augmentation, enfin je veux dire ces mesures-là, c'est aussi notre bouclier démocratique. Parce que si on ne fait rien pour rencontrer justement aussi les besoins, les inquiétudes
émergente des travailleurs un peu partout en Europe, eh bien, à quoi sera-t-on encore plus confronté? C'est à une montée aussi des extrêmes droites. On doit donc avoir des résultats sur ce plan-là. Alors, est-ce que ce sera simple? Voilà, comme on l'a dit, là, malheureusement, on est toujours en attente de propositions, de directives de la part de la Commission. Et si on regarde la lettre de mission de notre commissaire à l'emploi de qualité, on a d'ailleurs dû se battre pour avoir une commissaire à l'emploi de qualité et à la protection sociale, puisqu'au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une commissaire People, Skills et Preparedness. Mais donc, si on regarde la lettre de mission de Roxana Minzatou, aujourd'hui, rien n'est prévu justement pour avoir des textes législatifs. On parle bien de 2 initiatives, une notamment sur le management par algorithme, même pas encore l'ensemble de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail, le management par algorithme et le droit à la déconnexion. Et on parle de 2 initiatives. Alors on ne sait pas si elles seront législatives ou autres, mais donc si on compare ça avec la lettre de mission de Nicolas Schmit, le précédent commissaire à l'emploi, il y avait au moins 6 initiatives qui étaient prévues, notamment une sur les salaires minimums, une sur les travailleurs de plateforme, une sur la transparence salariale. Voilà, ce sont effectivement ces directives-là qu'on a pu voir le jour, en tout cas sous la précédente mandature. Ici, il n'y a rien. Donc, très clairement, on doit se battre, et on va devoir se battre, et en particulier dans notre commission, pour avoir des initiatives législatives. Alors, est-ce qu'on renonce? Ben, évidemment que non. Donc, dans notre commission, et donc notre présidente est là, d'ailleurs, et je parle sous son contrôle, Lee Anderson, nous avons établi, en tout cas, entre les 5 groupes politiques non extrême droite, tout un plan de travail. Et un plan de travail où on va travailler sur des initiatives législatives. Le premier, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dois excuser l'absence de ma collègue Leïla Chabi qui devait aussi participer à ce panel. Le premier, c'est de travailler sur un projet, une proposition de directive sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail. C'est essentiel évidemment, et donc ça rejoint évidemment votre préoccupation, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. De plus en plus de travailleurs doivent vivre et travailler avec l'intelligence artificielle, et on ne parle pas que de ChatGPT, qui d'ailleurs peut simplifier la vie des travailleurs. On parle bien de contrôle, de surveillance, d'évaluation de l'état émotionnel des travailleurs, et c'est bien tout ça qu'il faut effectivement réguler et encadrer. Est-ce que ce sera simple? Non. Pour le moment, on a une partie du PP, en tout cas dans notre commission, avec nous, mais on sait qu'évidemment, ils ne veulent pas, et oui, et ça c'est l'autre aspect. On est aussi dans une ère, excusez-moi, mais donc toute la lettre de mission de Roxana Minzatou et de l'ensemble des commissaires européens a un fil rouge qui s'appelle le rapport Draghi, où on doit renforcer la compétitivité et déréguler. Donc ce qu'on craint aussi, c'est non seulement effectivement d'avoir très peu de nouvelles directives, mais en plus des dérégulations. Et pour le moment, d'ailleurs, il y a 2 directives. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez tout un plan de travail sur une directive, sur la mise en œuvre de la directive sur la transparence salariale. Celle-là est particulièrement under attack, comme on dit, elle est particulièrement attaquée. Celle sur le temps de travail est particulièrement attaquée aussi. Donc, on va aussi devoir résister par rapport à ces attaques. Mais donc, les initiatives législatives sur lesquelles on travaille, ben vous allez voir que ça rejoint en tout cas vos préoccupations. C'est intelligence artificielle sur le lieu de travail et encadrement de management par algorithme. La deuxième, on veut aussi une vraie directive sur la transition juste. Alors, transition juste, pour moi, c'est 3 transitions. C'est effectivement la transition digitale, la transition climatique, mais également la nécessaire réindustrialisation de l'Europe, parce que sans les travailleurs et sans des travailleurs formés et mieux protégés aussi, puisque de plus en plus des travailleurs sont confrontés à des restructurations, à des pertes d'emplois, notamment confrontés à ces 3 grandes transitions, il faut aussi protéger ces travailleurs et leur assurer notamment un accès et un vrai droit à la formation tout au long de la vie. Les assurer aussi qu'en cas de restructuration, les pertes d'emploi seront limitées et qu'on leur assure aussi des revenus en cas de perte d'emploi. Donc voilà, on veut aussi donc travailler sur une directive sur la transition juste. On veut également travailler sur une directive sur les risques psychosociaux. D'ailleurs, c'est moi qui serai la rapportrice pour cette directive, parce que de plus en plus, voilà, merci, de plus en plus, on voit très clairement à travers toute l'Europe une vraie pandémie de problèmes de santé mentale au travail, et on doit la contrer. On va aussi travailler dans nos initiatives législatives sur une directive pour comment travailler avec des températures élevées. On veut aussi, mais c'est peut-être pour d'autres secteurs que les vôtres, limiter aussi les chaînes de sous-traitance et mieux encadrer le rôle des intermédiaires. Enfin voilà, donc nous, en tout cas, dans la Commission emploi et affaires sociales, je pense qu'on est là.
on doit, et même si le climat est très très compliqué, parce qu'on a vraiment un Parlement qui se droitise, voire s'extrême droitise, et surtout pour des régressions sur les questions sociales et environnementales, mais en particulier sur les questions sociales, et on va être très très clair, hein. Les partis d'extrême droite, même si on le sait très bien d'ailleurs qu'ils se vantent en tout cas d'être la promotion et la défense des travailleurs, ou en tout cas de la classe travailleuse, ça n'est pas vrai. Quand ils doivent voter des directives sur les salaires minimums, des directives sur les stages, l'encadrement des stages, des directives sur le Conseil d'entreprise européen, comme on a voté d'ailleurs la semaine dernière, la révision du cadre sur les conseils d'entreprise européens, ils ne le font pas. Donc voilà. Dernière chose peut-être, j'en profite d'être ici pour dire aussi, vous êtes tous des syndicalistes dans la salle, et en tout cas, vous dire que quand il y a des syndicalistes au Parlement européen, ça fait une fameuse différence. Alors voilà, je vous incite en tout cas à en envoyer beaucoup au Parlement européen, parce que ça fait la différence. Je pense que d'ailleurs les représentants des confédérations syndicales européennes le savent aussi. C'est vraiment important. Dans mon groupe, on est au moins 5. Dans d'autres groupes, il y en a. On fait la différence. Parce que si on regardait d'ailleurs sur les 720 députés du Parlement européen, lesquels viennent du monde du travail, ou sont des activistes, ou en tout cas défendent les travailleurs et les travailleuses par rapport à ceux qui viennent du monde du business, je pense que la balance serait complètement déséquilibrée. Merci. Merci, Estelle. I come back to you, Gilles. What you've heard, does it match what you see in France? What issues are common and what is outstanding? Complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement convergentes dans tous nos pays, parce que aussi les modèles de travail, les modèles de management, même s'ils peuvent se référer à des traditions culturelles spécifiques ici ou là, sont quand même aussi très largement partagés et communs. Sur la question de la santé mentale au travail, l'APEC vient de sortir il y a quelques jours une étude qui a attiré d'ailleurs pas mal l'attention dans la presse en France, qui montre que précisément les cadres sont plus exposés que d'autres catégories de salariés à des risques pour leur santé mentale. 30% déclarent dans cette enquête qu'ils ont qu'ils ressentent souvent des impacts sur leur santé mentale de situations de travail qu'ils sont amenés à vivre, ce qui est un chiffre élevé. Alors on va en faire un baromètre de cette étude, hein, donc on pourra maintenant mesurer année après année comment les choses évoluent, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qu'on ne peut plus contourner. Le Covid a sans doute accéléré les choses de ce point de vue-là, notamment chez les jeunes générations, une forme de malaise et d'impact négatif sur la santé mentale. Ce que montre aussi cette étude, c'est comment, quand je dis les cadres sont plus exposés que d'autres, c'est pas tellement la question qu'ils soient plus exposés que d'autres à ces risques psychosociaux ou à ces risques pour leur santé mentale, que le fait que le modèle dominant de la vision du cadre, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de faiblesse, qui doit toujours être dans la situation en tant que manager d'avoir réponse à tout, de ne pas laisser paraître de vulnérabilité, qu'il y a une attente démesurée par rapport aux objectifs qui leur sont fixés, et que la culture, on va dire, qui entoure la fonction de cadre, elle peut induire le fait de repousser plus loin ses limites et de ne pas prendre suffisamment en considération sa propre santé, et notamment sa propre santé mentale. Et on avait fait d'ailleurs le même constat à l'APEC dans une étude qu'on avait fait
il y a 2 ans sur la question du handicap. En France, il y a, comme je pense dans beaucoup de pays européens, des dispositifs qui permettent de se déclarer et d'être reconnu comme travailleur handicapé. Hein, et il y a une mesure dans l'entreprise de la part des travailleurs reconnus handicapés qui doit être respectée. Sinon, il y a des pénalités à payer pour l'entreprise. Et ce que montrait cette étude qu'on avait fait en commun avec la GFIP, qui est une organisation en France qui s'occupe plus spécifiquement d'accompagner les entreprises et les travailleurs handicapés dans le développement du travail en situation de handicap, c'est que les cadres, il n'y en avait que la moitié, les cadres en situation de handicap, il n'y en avait que la moitié qui avaient déclaré ou qui avaient fait la démarche d'être reconnus pour ce handicap. Pourquoi? Parce que culturellement, ça apparaît aux yeux de beaucoup de salariés comme une marque de faiblesse ou en tout cas quelque chose qu'on ne peut pas afficher quand on est cadre et manager et qu'on doit être nécessairement... Donc il y a sans doute, au-delà de tout le sujet de la santé mentale et de la santé au travail qui se pose à tout le monde, un travail peut-être plus spécifique à faire pour les cadres, pour sortir de cette culture d'une forme de dépassement intrinsèquement lié à la fonction de cadre qui peut être menaçante pour les individus et leurs conditions de santé. Merci, Gilles. I want to come back to Estelle. You mentioned it a little bit, your call for action to psychosocial risk, sorry. Can you give us an insight where we are in the process and what we are specified to, where we are calling for? Alors, très, très clairement, il faudra de toute façon avoir une approche beaucoup plus collective de la problématique des risques psychosociaux, donc stress, burn-out, que l'approche actuelle. Parce que l'approche actuelle qui existe, parce que si on regarde, il y a déjà des textes qui font référence, et notamment la directive sur les travailleurs de plateforme fait référence notamment à la question de la santé mentale, mais tout, pour le moment, est beaucoup trop axé sur l'aspect individuel. Donc, l'approche, pour moi, elle doit être une approche individuelle et collective. Le deuxième élément, c'est aussi tabler, évidemment, sur la question de la prévention primaire. Parce que le but n'est pas seulement d'indemniser ou de prendre en charge les personnes quand il est trop tard, et même s'ils le reconnaissent, quand ils ont déjà explosé en vol. Donc la question, évidemment, de la prévention primaire. Il faut une définition très claire de ce qu'on entend par risque psychosocial. Parce que c'est évidemment toujours un peu compliqué, c'est notamment sur les causes, les origines. D'ailleurs, souvent, tout le monde sur cette problématique des risques psychosociaux mélange un peu, c'est la question de l'œuf et de la poule. Donc voilà, une définition très très claire. Il faut aussi, je dois dire, je suis assez à l'aise par rapport à ça, parce que ça faisait 10 ans en Belgique que je le réclamais, qu'en tout cas, les problèmes qui sont de santé, qui peuvent être nombreux d'ailleurs, parce que le problème aussi des risques psychosociaux, c'est que non seulement ils ont un impact sur la santé mentale, mais c'est évidemment le cercle vicieux aussi d'avoir des impacts sur la santé physique, qu'ils soient problèmes cardiovasculaires, TMS et autres, puisqu'on sait que malheureusement tout ça sont des éléments qui se renforcent. Donc il faut aussi que, et c'est pour ça que je dis que je suis très à l'aise, en tout cas que les problèmes de santé qui sont liés aux risques psychosociaux, occasionnés par les risques psychosociaux, puissent être reconnus dans la liste des maladies professionnelles. En Belgique, d'ailleurs, c'est toujours pas le cas, notamment pour le burn-out. Alors, il faut évidemment que l'approche collective aussi, qui est une responsabilité de la part des employeurs sur la question de l'organisation du travail, et aussi que tout employeur ait la responsabilité, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que c'est finalement la prise en compte des risques psychosociaux, qui sont d'ailleurs un lose-lose pour les entreprises, parce que souvent, et de plus en plus d'entreprises se plaignent d'avoir des problèmes de shortages, donc de pénurie. Voilà. Et on pourrait parler des secteurs de la santé, secteurs de l'éducation, mais beaucoup de secteurs clés, malheureusement, sont liés au fait qu'il y a des pénuries, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument prévenir les risques psychosociaux. Mais donc,
l'évaluation du risque et la responsabilité de l'évaluation du risque, et aussi la question de la responsabilité du management final et pas du management intermédiaire, dans la question de la cause des risques psychosociaux. Il faut évidemment aussi tout ce qui est formation et information, non seulement des travailleurs, mais du management aussi sur les risques psychosociaux. Enfin voilà, je peux continuer, hein, mais je pense que ce ne sera pas simple, hein, on va être très très clair, hein, parce que partout on nous dit qu'il faut simplifier la vie des patrons, des managers, des boss et des entreprises et du monde économique, mais en même temps il faut aussi prouver de plus en plus à ce monde économique que s'ils ne prennent pas à bras le corps cette question des risques psychosociaux, comme je l'ai dit, c'est du lose-lose, parce qu'ils perdent, et ils perdent souvent d'ailleurs les personnes qui sont les plus impliquées dans leur boulot à cause des problèmes de santé mentale au travail. Okay, thank you, Estelle. I go back to the expert opinion of Demi. You heard a little bit the overview of the policy priorities. What do you, where do you think European action is relevant, and how could we improve the rights afforded to workers? That's a very big question. Large question. But you have some time to answer. Okay, I will take my time. Let me start with some figures, because you mentioned 30% of the managers say that they feel burnout. I have read about 50%, so there's, well, and I believe they are all right. And somebody else mentioned, I think it was again you or somebody else that mentioned in this panel that we have shortages. It comes due to the demographic transition we are in, and this is also very true. But I remember a study in the Netherlands where they have found out that if we could keep people working in hospitals, medical specialists, one day more, we would solve the problem of shortages. And why do the people leave this sector? Because of the high price they have to pay due to psychosocial factors in their work. So the psychosocial issues are very important, and they need to be addressed now if we want to go any further to a Europe which is able to face the geopolitical pressures that we are feeling. So what we are doing now, we all know, I guess, that there is a very clear resolution taken by the European Trade Union Confederation, where it describes exactly what you need to include in a dedicated directive to address psychosocial risks. And at this very moment, there are two people in the room, I guess, who are working in Luxembourg as part of the working party which advises the Advisory Commission Safety and Health, which advises the Commission on the legislative proposals they are making. And in this working party, we are really working and trying to provide the evidence and support for a dedicated directive on psychosocial risk. And I think it is very important to make clear indeed that there is a lot to gain by addressing psychosocial factors in the workplace as an issue that belongs to the Occupation Safety and Health framework. As the employer needs to identify risks related to physical hazards, they also have to identify risks in the workplace that affect the mental health of workers. So what we can do at European level, you ask, I think I'm not answering your question, but if I remember well, you asked me what we can do. Well, we can set high standards, binding standards, ambitious standards at European level, and perhaps allow flexibility in their implementation depending on the sector, on the member state, but we have to be ambitious and spell out what we want and what we expect as a quality standard in the workplace. We have to be very aware, and that was my first comment, that under all these pressures and the need to reindustrialize, we may forget occupation safety and health, because we also need to invest. And what we experience
at this moment is that there is not so much, there is an investment gap. And in this context, the competitiveness agenda, the famous competitiveness agenda, swifts to simplification and deregulation. And at the company level, companies try to cut costs. They use the technologies, the new technologies, which are indeed very promising, especially in the field of occupational safety and health, not in order to put some value in the system or to really augment the workers to support their creativity to produce more and better, but only as a way to cut costs. And with only cutting costs, you will not make it. I think that would be, it has been said in this morning, you need healthy and mentally and physically people to continue with Europe. And what we can do, as I said, is be brave and be bold and try to be explicit in what we need from employers, from companies, by setting high and ambitious limits. Was it something like an answer to your question? Yes, it was very good. And you, I have to come back to Guillaume, I think, because you heard Estelle, what's happening in the European Parliament. You heard the division of trade unionists. And it won't be easy with the second von der Leyen period, I would say. Do you think we have room for negotiation and social legislation, or do you think it won't happen? This one? Thanks. So it is a difficult question and somehow also connected to ongoing negotiations. Therefore, not a lot of details can be given about ongoing discussions. At the same time, all the topics that were mentioned now, to some extent, are being discussed in the context of the discussions of the EU social partners on a new work program for the next 3 years, I believe. Psychosocial risks, I mean, we discuss, for instance, the trade union put the topic on the table about harassment and violence and how today it is impacted by digitalization, talking about digital integrity of workers. That's a topic that will be the base, I think, for a good discussion among the EU social partners. And I think very soon we will hear more about the expectations of the trade unions on this topic. And then we will see how employers can measure to the discussion and discuss what avenue of instruments, social partners instruments, is possible there. Psychosocial risk, I think, is a topic that is really interesting as well for us to tackle. I mean, I hear very well the ongoing work in OSHA. I hear very well the intention of the Parliament as well. Absolutely. Absolutely. No, it is sure. It is still a topic where we have 2 social partners agreements that are very relevant for it. And this is a topic that belongs to some extent to work organization, the evolution of work that happens at the enterprise level, the question of the autonomy that you put forward as well, that has an impact on psychosocial risks. The concern the employees have is to determine what belongs to workplace organization and factors which are endogenous to the workplace and what belongs outside of the workplace, and how to determine the responsibility of employers for what is coming from outside, because personal life can be indeed extremely complicated. Just taking into account demographic aging and having to care for an elderly relative that can give tremendous pressure on your own working life. That's an example where what can employers do to favor that? How much does this impact the workplace? So these are difficult discussions that I think we also need to have between social partners in order to identify what is the most relevant way to anticipate it, for integrating it more systematically in risk assessment, for creating the conditions. I mean, just on telework and right to disconnect, there is the work culture, the always-on work culture. So this belongs to, this has tremendous impact on psychosocial risks as well, but this is about the culture at the workplace. How do you regulate about that? So that is why I still believe that there are important avenues of negotiations between social partners on psychosocial risks.
But then, I mean, if there is one thing I can comment a bit about this commission and the way it approaches issues, is that it's quite blurry in terms of its intention. Indeed, you mentioned it with Schmidt. It was clearly announced, the number of directives, the topic of the directive. Now we hear in discourse about an act without clarity about what it entails in terms of individual initiative, about maybe algorithmic management, but that is not part of very clear discourse as well. You have to dig a bit to hear about this. So it's difficult for social partners who always look at the Commission from different angles about what is the legislative intention and where it is most relevant for us to act. So that's why it makes discussions always a bit complicated, especially with this new commission. But I can still say that labor shortages is a tremendous priority for the employers. In terms of how it impacts psychosocial risks, labor shortages create new psychosocial risks because of reduced team and the difficulty to organize team, working time with reduced team, which creates pressure, that is for sure. That is connected to investment, it's connected to money, and now we are in a context of fiscal consolidation / austerity, with a discourse very present in France as well. So those are important conversations to have also for social partners to be involved in, about the money that is available for, I mean, I can say public services, indeed, or social services. But overall for activities to also give the means to not have psychosocial risks at the workplace. I think that's also a combat that we can have. There was just discussion yesterday at a hearing of the Commission on the anti-poverty strategy, because that is also something that is foreseeable from this European Commission about the need to invest in activities, to not just look at defense, but also look at the necessity to have welfare state and État-providence strong with activities that are empowered with it. So, I mean, it's a lot of wide discussions. We will have many other themes to explore. I can just talk a bit about, not maybe for a legislative instrument, but preparedness that is connected to defense, but not only. It's about climate change as well, and what further role we can give to social partners to empower them to anticipate for all the changes that are coming. So it may be more a way of working rather than individual measures, but that's an important conversation that we should have as well among social partners, I believe, at all levels. Before we give the floor time to some questions, maybe one difficult question for you and also for Estelle. We talked about a lot, but if you have to choose the priority of the priorities, what would it be? Priority of priorities? Yeah. For your organization. For our organization, I think, I mean, the biggest concern we have, and that is shared by all the members that we have, is the investment available next to all the diverging priorities that we have in terms of defense, for instance, and in the context of consolidation of finance, because this determines all the abilities of different companies, enterprises from public sectors, local government as well, to tackle all the changes that we've been discussing, from climate change to digitalization, to healthcare, to care, long-term care. So it all stems from the money available from public budget, and if possible, the investment that is coming. I think that's what I would say would be a priority among priorities for SGI Europe. Same question for you, Estelle. Alors, choisir, c'est renoncer. Donc, très honnêtement, moi j'aurais envie de dire quand même que la question de la directive sur la transition juste peut être vraiment un parapluie qui permet quand même de couvrir très largement l'ensemble, puisque ça concerne les transitions digitales, les transitions climatiques, et puis surtout protéger les travailleurs tout au long justement de leur carrière. Donc ça pourrait quand même être une bonne, mais bon, ça risque de rester très abstrait. Donc moi, évidemment, la question des risques psychosociaux. Juste quand même pour dire, donc effectivement, donc d'ici quelques semaines, on devrait très rapidement informer, puisque quand même, Roxana Minzatou, notre commissaire européenne, est là pour se battre sur la question de quality job, hein, la qualité de l'emploi, et donc elle doit nous déposer et nous faire une proposition de quality job roadmap. On aime bien les roadmaps, comme je l'ai dit, mais c'est pas pour nous l'essentiel, mais de quality job act, sur lesquels il y aura effectivement une consultation assez rapidement. Alors,
on entend qu'effectivement, au moins, il y aurait 2 actes législatifs, un sur intelligence artificielle et le management par algorithme, et un autre sur la question du droit à la déconnexion. Je ne vois rien sur les risques psychosociaux. Sur les risques psychosociaux, on parle effectivement plutôt de renforcer la législation existante, et donc les 4 législations, que ce soit la directive cadre par rapport à santé, sécurité. Donc nous, ça ne nous va pas. Donc mais je pense qu'on n'aurait même pas eu cet acte si on ne se mobilisait pas tous ensemble en tant qu'organisation syndicale européenne, en tant que Parlement. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, on va devoir continuer. Et alors l'autre aspect, et si vous voulez, on pourra en parler aussi, c'est évidemment les sous et les budgets, puisqu'on va bientôt commencer tous nos rapports sur le cadre pluriannuel financier. Et là, très clairement, parce que là, je vais venir en soutien de mon collègue patronal, pour dire que pour le moment, il y aura la question pour l'octroi des fonds européens, il y aura la question de la conditionnalité aux aspects macroéconomiques. Ça, il faut lever cette conditionnalité, parce que sinon, ça signifie à nouveau politique d'austérité à travers l'ensemble de nos États membres, et donc une attaque en règle de nos systèmes de protection sociale et de nos services publics. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions du Congrès? Oui, je vois plusieurs mains. Ça marche? Je pense, oui. Non? Est-ce que les interprètes m'entendent? Je crois que je vais prendre Oui, je vais passer le micro, mais j'avais une question avant. C'est une question pour Guillaume. En fait, j'ai bien noté que vous avez salué la directive sur les plateformes. Ce n'est pas passé dans une oreille de sourde. Et donc, ma question pour vous, est-ce que SGI Europe serait d'accord à étendre la partie sur le management algorithmique à tous les travailleurs, pas uniquement les travailleurs des plateformes? J'ai aussi noté que vous avez dit que vous privilégiez le dialogue social. Est-ce que vous êtes, si jamais dans le programme de travail qu'on est en train de négocier aujourd'hui, vous êtes pour négocier une directive sur le management algorithmique? Si jamais ce programme de travail n'aboutit pas à une négociation de directive sur le management algorithmique et que la Commission européenne demain nous consulte en tant que partenaire social pour une directive sur le management algorithmique, qu'est-ce que répondrait le SGI dans ce cas-là? Bon, déjà, sur la directive des plateformes, je n'ai pas dit que je saluais la directive des plateformes. On a des positions très publiques qui ne sont pas à saluer, mais bon, en tout cas, on n'était pas les plus actifs certainement sur le lobbying contre ce qui pouvait être fait, déjà parce qu'on n'est pas concerné dans les services publics sur ce qui arrive à l'économie des plateformes. Ensuite, sur algorithmic management, pour le moment, ce n'est pas vraiment sur la table dans le cadre des discussions du programme de travail des partenaires sociaux. Et on est déjà à quelques réunions déjà. Hein, donc si ce n'est pas sur la table, ça veut dire qu'il y a peu de chances que ça revienne sur la table dans le cadre de ce programme de travail. Je pense toujours que si les employeurs étaient confrontés à une requête de la part des syndicats pour travailler ensemble sur algorithmic management, il y a de grandes chances que ce soit traité très sérieusement. C'est quelque chose que je peux dire. Ce n'est pas très précis, effectivement, parce que je ne peux pas me permettre de parler au nom de Business Europe et SME United, pour sûr. Mais au sens de, en tout cas, SGI Europe, on a beaucoup parlé en interne de comment l'intelligence artificielle était intégrée au niveau de l'entreprise dans différents secteurs et de quoi on a besoin pour rendre ça fonctionnel, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Pas très précis parce que ce sont surtout ce dont on a parlé le plus, c'est les compétences dont les travailleurs ont besoin pour travailler avec l'intelligence artificielle, ce qui ne va pas forcément par une directive. Hein. Mais donc de toute façon, c'est pas sur la table pour le moment. Donc c'est difficile de parler dans le vide. Ça peut arriver, ou est-ce que le Parlement prépare un rapport qui appellerait pour une directive? Dans ce cas-là, la Commission devrait répondre et donc nous consulter. Très bien. Pardon, oui, excusez-moi. Effectivement. Non, c'est vrai, on sera confronté à ça très bientôt. SGI Europe a toujours eu l'approche de dire oui aux négociations dans ce genre de consultation. Donc quand on sera confronté à la question est-ce que vous souhaitez négocier dans le cadre d'une two-stage consultation sur algorithmic management, il y a de fortes chances, bien sûr on doit avoir cette conversation en interne sur la base de comment la Commission va nous consulter, que nous répondions oui. Tenter après en invitant les syndicats à avoir une discussion sur quel pourrait être le périmètre de cette potentielle discussion, négociation. Mais je pense qu'on a toujours cette approche par zéro qui est de dire oui aux négociations.
Je comprends, mais après, mon point, c'était quand même que les travailleurs des plateformes sont couverts quand même par rapport au risque du management algorithmique par la directive des plateformes, ce qui crée quand même un déséquilibre par rapport aux autres travailleurs. Si c'est un accord qui n'est pas un accord qui va être mis sous forme de directive, vous savez très bien comme partenaire social que les accords européens dans la plupart des pays ne sont pas appliqués, tandis qu'une directive c'est beaucoup plus contraignant. Il y a des pays où ça va fonctionner très bien, notamment les pays du Nord, où les accords vont être vraiment implémentés, mais il y a d'autres pays, la France la première, je connais bien, où on va carrément le mettre dans un tiroir, cet accord-là, et on ne va pas s'en occuper. Et c'est pour cela, ma question, c'était, est-ce que vous êtes pour ou contre de traiter les travailleurs de la même façon, que ce soit des travailleurs de plateforme ou pas de plateforme, quand il s'agit des risques de cette... Mais si on parle uniquement légalement, effectivement, maintenant, il y a un cadre légal pour les travailleurs des plateformes sur algorithmic management. Donc, s'il y a logiquement une consultation sur la question d'étendre ces règles au reste de l'économie, on parle forcément d'un instrument législatif. Mais donc, pour moi, c'est logique. Donc, quand je parle de consultation, effectivement, j'imagine mal comment un accord autonome pourrait arriver au même niveau que ce qui existe pour les travailleurs des plateformes. Donc ça, c'est de la pure logique. Encore une fois, il nous faut avoir cette discussion en interne, mais c'est certainement comme ça que je présenterai la conversation au sein de SGI Europe, que la chose qui fait le plus de sens, ce serait d'avoir un instrument législatif qui étendrait, ou que ce soit en tout cas une piste à étudier sur qu'est-ce que les partenaires sociaux pourraient faire ensemble. Oui. Bonjour, Sylvie Durand, administratrice de l'APEC. D'abord, je voudrais remercier la tribune pour la qualité des interventions. Et ensuite, je voudrais aborder une question qui s'adresse à tout le monde, sauf au directeur de l'APEC. Question sur comment concrètement on peut améliorer la vie au travail sans prendre en compte le contexte économique et singulièrement les gains de productivité. J'aimerais savoir si vous avez des scénarios de gains de productivité pour voir concrètement comment financer l'ensemble des mesures. On voit que les gains de productivité peuvent être impactés par les nouvelles technologies, les évolutions démographiques aussi, tout ça peut jouer dans des sens différents. Donc j'aimerais savoir comment, au niveau européen, vous travaillez ces questions-là. Oui, oui. Okay. My name is Kate Monk-Rhyme. I represent the Danish Confederation of Professionals, and I have a question comment on both the AI and the health and safety. My first point on AI is actually, I don't quite understand all the fuss about it, because actually it's quite simple. You could do both negotiations and hard law of regulation. There's not a contradiction between the two. You know, it's like we have other kind of regulation. You have a basis, you have the coffee, then you have the milk, and then you have the foam. And I mean, you could do the same cappuccino model in this area as well. You get a fundamental where you oblige member country, and actually the parliament did that in their report from 23, I think, telling why not just oblige member state to call upon companies to put in place a governance structure where they have a dialogue on how and why they should implement AI. And actually, we don't need any more regulation at European level. Then we could have collective agreements, other agreements, I don't know, according to practices, national, tradition. And you can have also specific regulation on specific departments or risk areas. So you could actually have all of that. So why all the fuss? That's my first question. The second one is around health and safety. I completely follow your suggestions on what should be that kind of regulation. But coming from a country where you have regulation, hard law on that, it's not enough. Sorry, it's not enough. So I think we also have to think in ways to make this, and I put it frankly to all of you, very expensive because to the employers. Because right now, it's very expensive
for society, for all of us as citizens, we are paying the bill. So how do we make it not only preventive measures, it's fine, it's all fine, but we know at the end of the day, it's a question of money. So it should actually be quite expensive to play this roulette with our lives and with our health. So maybe that should also be something to consider and discuss with employers, because today it's quite cheap looking at the figures. Thank you. Okay, is there still one who has a question over there? And then I let the people who want to answer a question answer. Donc merci tout d'abord aux intervenants, aux speakers pour la qualité des échanges. Moi, j'ai particulièrement apprécié le sujet des RPS. Alors pour vous faire un retour, un témoignage, en fait, on a eu la chance et la malchance finalement de découvrir des résultats catastrophiques suite à une enquête RPS menée dans notre entreprise par un cabinet de renom qui nous a accompagnés et en fait qui a fait mettre en apparence en fait que plus de la moitié des salariés présentaient une exposition exagérée aux risques psychosociaux. Et dont presque un tiers des salariés avaient un terrible score de plus de 3 facteurs sur le 6 facteurs de Golac d'exposition donc aux risques psychosociaux. Alors, en creusant, bien entendu, on s'est rendu compte que l'entreprise ne remplisse pas ses obligations en termes de prévention des risques, notamment par rapport au fait qu'il n'y avait aucune réalisation de PAPRIPAC. Donc c'est le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail. Donc le document n'existait pas. Alors pour les Français, effectivement, qui connaissent la législation, ça peut paraître incompréhensible. Effectivement, une société qui avait 20 ans d'existence n'avait jamais réalisé de PAPRIPAC, donc aucun plan de prévention. Le risque RPS était absent du DURP, donc c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, et lorsqu'on parlait en fait aux dirigeants de l'acronyme RPS, ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire. Donc catastrophique, d'autant plus qu'effectivement les gens à qui on a posé la question, c'était des responsables HSE. Donc ma question elle est simple parce que effectivement nous en tant que syndicat on peut venir derrière et ramasser les pots cassés, les verres cassés. On retrouve des salariés dans des situations extrêmement compliquées. L'interrogation se pose en fait sur aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une priorité d'établir ce qu'on pourrait appeler en fait un droit à recruter? Alors je m'explique, parce qu'en fait du coup lorsqu'un ingénieur il va sur le marché du travail, il dit j'ai le droit d'être recruté parce que j'ai acquis un socle de compétences dans mon domaine, donc effectivement. Par contre, le manager ou l'employeur qui dépose une annonce sur l'APEC ou sur d'autres, est-ce qu'il présente lui-même en fait des preuves, des certifications comme quoi il est en capacité de recruter? Est-ce qu'il a les compétences de recruter? Parce que quelqu'un qui dit, là comme on le voit en CSE, je ne sais pas ce que c'est un RPS, je ne développe pas de PAPRIPAC, c'est pour moi un employeur qui n'est pas en capacité de recruter. Et je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Il faudrait qu'on puisse renforcer, à travers les mesures à mettre en place, cette notion de responsabilité, l'employeur responsable. Ok, merci. Je vais passer le micro un par un, comme ça tu sais réagir sur certains aspects des questions. It's an interesting change of paradigm that you evoke, on which I'm not sure I feel very comfortable with as an employer about. But even though it's a worthy discussion to have, indeed, about when we talk about reciprocal relationship, you know, in the employment relationship. But I would not stand for it at the moment. On what the Danish colleague mentioned about the fuss about AI and the most relevant way to tackle it at different levels. I mean, we have one way of approaching the way the Commission consults us. You know, often we have this treaty ability where the Commission organizes this two-stage consultation, and then if we say we deal with it as social partners, then the Commission agrees to not deal with it. So this is the kind of relationship. So this is, I think, where we are now, you know, on the question of algorithmic management, especially as we will be confronted with a two-stage consultation of social partners. But then at national level, what is the most relevant way to deal with it? I mean, I have full trust in the Danish collective bargaining system,
in terms of tackling it at different levels, sexual level, an issue as complex of AI. I believe it will be different in several other countries about their ability to deal with it, and then about what framework conditions need to be set above, what abilities to empower social partners at the local level. That's also quite complex to organize, I believe. But just about the fuss, I think that's how we are going to approach it now, with this two-stage consultation and determine whether social partners are the best in position to deal with this very complex issue. Alors, peut-être, voilà, point par point. Intelligence artificielle, pourquoi réglementer si effectivement il y a moyen de le négocier? Alors, moi, j'ai juste envie de dire une chose, ça va être un peu provoquant. Si on doit réglementer tout ce qui est intelligence artificielle, donc via AI Act et autres, pour les consommateurs et pour protéger les consommateurs au niveau européen, on doit pouvoir faire la même chose pour protéger les travailleurs. Et donc, ce qu'on veut, effectivement, dans le cadre de cette directive spécifique pour l'encadrement de l'intelligence artificielle, c'est simplement transparence et information. Ce qu'on fait pour les consommateurs et qu'on doit faire pour les travailleurs. C'est effectivement droit à l'explication et à la contestation par les travailleurs. C'est la protection de la vie privée et limitation de la surveillance. C'est éthique. Enfin, je peux continuer, mais ce qu'on peut faire pour les consommateurs, on doit pouvoir le faire pour les travailleurs. Voilà. Pour ce qui est l'augmentation des gains de productivité à travers toutes les... Vous ne m'en voudrez pas, mais moi j'ai envie de vous dire, à travers toutes les personnes qu'on perd à cause des risques psychosociaux, à cause des mauvaises qualités de l'emploi, à cause des shortages, on perd de la productivité. Donc moi ma préoccupation, ne m'en voulez pas, et surtout qu'on sait que les gains de productivité, ils sont toujours très hauts en Europe, la productivité, et ils sont très mal répartis. Donc moi, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est surtout d'améliorer les conditions de travail pour les travailleurs. Voilà, il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est comme ça. Alors, les risques psychosociaux et le coût. Oui, effectivement, le coût aujourd'hui, il est pour la société. D'autant plus que les employeurs, ils se lavent les mains d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de responsabilité. En Belgique, où on est aussi dans un pays où on a effectivement un cadre législatif qui est assez important, la situation est exactement la même. Pour le moment, c'est l'explosion du nombre de personnes qui sont en incapacité de travail de longue durée. Ce coût-là a bien dépassé le chômage en Belgique. C'est 500 000 personnes chez nous qui sont en incapacité de travail de longue durée, en particulier avec une explosion, et en particulier chez les femmes, tiens donc, avec les risques psychosociaux plus importants. Donc il y a évidemment la question du coût, comment responsabiliser les employeurs. Mais il faudrait peut-être aussi que les employeurs eux-mêmes se rendent compte que le coût, il est pour eux. Parce qu'on parlait de plus en plus, et il y a évidemment aussi le défi démographique. Comme on le dit, la génération Z, et heureusement, c'est peut-être celle-là qui remettra tout en question, parce qu'elle n'est plus prête à travailler dans ces mêmes conditions. Elle veut un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Elle veut un travail qui ait du sens. Donc voilà, il serait peut-être temps, effectivement, que les employeurs... Il y a la question du coût, je suis tout à fait d'accord, mais... Voilà. Dernier point, sur effectivement risques psychosociaux et responsabilité. Peut-être qu'effectivement en France, la première chose à faire, c'est de réintroduire, c'est de rechanger votre fameuse loi travail qui malheureusement a supprimé ce qu'on appelle les conseils en prévention et protection dans les entreprises. Hein. Parce que tant qu'il n'y a plus de concertation sur ces questions-là, eh ben voilà, ça disparaît effectivement du scope. Voilà. Mais je m'arrête là. Merci. Gilles et Demi, quelque chose à ajouter? Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne répondrai pas sur les questions qui ont été données. Simplement, je vais rebondir un instant sur ce que vous venez de dire à l'instant, Estelle. Je crois, moi, beaucoup que le rapport de force, si j'utilise cette expression, entre les candidats et les recruteurs, ou entre les salariés et les employeurs, du fait de l'évolution du contexte démographique, va aussi évoluer. Et aujourd'hui, les recruteurs qui voudront avoir la main-d'œuvre dont elles ont besoin et les compétences dont elles ont besoin devront de plus en plus prendre en considération les aspirations et les attentes qui s'expriment et qui s'expriment en effet de façon peut-être plus forte et plus radicale. Ce n'est pas qu'elles soient différentes, les aspirations, hein, elles sont dans toutes les générations, mais peut-être qu'elles s'expriment de façon plus radicale chez les jeunes générations. Et la dernière chose que je voudrais dire, pour répondre à une question qui ne m'a pas été posée, mais sur c'est quoi la priorité des priorités,
je ne vais pas me contredire avec ce que j'ai dit au début en disant il faut tout adresser à la fois, mais s'il y a une priorité, c'est qu'il faut en parler du travail. Il faut le mettre en débat, il faut le documenter, il faut qu'on ait des espaces où on parle du travail et où on parle des enjeux de transformation du travail. En tout cas, l'aspiration à en parler, nous on le constate à l'APEC sans arrêt quand on fait des débats, quand on présente une exposition, quand on sort des ouvrages ou des études sur ces questions. Il y a un immense appétit pour parler du travail et parce que ça concerne tout le monde et que personne n'a la solution. La solution, on ne pourra que l'inventer ensemble, effectivement dans le dialogue, et dans le dialogue social et dans le dialogue professionnel dans les entreprises, parce qu'il n'y a personne qui a la solution à toutes les contradictions entre les différentes évolutions que l'on connaît aujourd'hui et qu'on va connaître encore plus demain. Demi, Yes. you have the last word. Yes, well, I know everything. I know all the answers now. Well, the question about whether you need a regulation at European level, I think yes, you need. If you look at the surveys of the OSHA, the agency in Bilbao, the main reason, the most important reason for companies, for employers to apply measures in the fields of occupational safety and health, at least, is regulation. And that does not mean that regulation solves everything. And I do agree there are many differences. I come from Greece, but I have worked for many years in the Netherlands. There are huge differences between these two countries when it comes to collective bargaining and social dialogue. So yes, it's not the end, it's a beginning, but it's a very good beginning. You need it. Well, there were a lot of questions, but I have a question for you. I hear in the discussion about the need for measures for dedicated director of psychosocial risks, the concern expressed by employers that they would be asked to deal with issues that arise outside the workplace. And I think there is a misunderstanding here. We don't have this concern when it is about other kinds of health issues. One can have cancer that arises from his job or her job, and the cause can be also outside his or her job. What you need to do when you face carcinogenic risks, you have to go into your company and see whether you use products or you have processes in place that are carcinogenic. And the same is the intention and the argument, the call of the trade unions, of the workers' interest group in the advisory committee. We want the employer to be able and ready to identify the risks for psychosocial, for mental health that belong to the work environment. So why is the psychosocial risk so much different than other health and safety risks? Thank you. If I may. No, yeah, of course. I mean, the feeling that was discussed, impressions also in the context of the employers group, in the advisory committee on health and safety, is that it's way more porous and difficult to find the origin of for psychosocial risks than for carcinogenic, for instance, where you mentioned about the work environment, the identification of chemical substance you work with, and a personal situation can impact heavily differently a worker and the way the worker interacts with a customer, for instance. So I would use the word porous, basically, for the issue of psychosocial risk, which would be different from an evaluation of substances at the workplace or the fact that you have to deal with such substances directly. Yeah, of course. Sorry, because I find it super interesting. Yes, I understand this concern, but nobody's asking the employers to take care of causes that arise outside the workplace. We have exactly the same problems also with
things that you have described as simple. If somebody is smoking or using kind of substances outside their work, this is not an excuse for an employer to identify carcinogenic sources which they can control. That's I think we are talking about the same, because I do agree the employer should not take responsibility for somebody who is having problems with his or her wife. So I think we have to talk about it again. Yeah. So what I meant is definitely not to say that therefore the employer should not have to evaluate within the work organizations what could produce psychosocial risks. It's just that the diagnosis, about where do they lie, the psychosocial risks, and what are their origins, and what can be tackled at the workplace, and what should be tackled maybe by other powers, other institutions, other supportive environment, social services, for instance, to help with difficult family situations that create problems for people at the workplace. So this diagnosis needs to be made in some ways. A diagnosis that looks at what is factored outside the workplace and what is endogenous to the workplace. No. But I think we agree. Actually, we agree. We agree on that. It's not about recognizing that somebody has a mental health issue which is related to the workplace. What the dedicated directive of psychosocial risks is supposed to do and can do is that they ask the employer to identify the factors in the workplace that can be responsible for a mental health problem. So I think we will agree at the end. I'm going to close this little debate by saying the social dialogue is open for the future. I heard it. And I rest me to thank Demi, Gilles, Estelle, and Guillaume for their contribution to the panel.